veut aider les médecins avec de l'IA, mais qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi on commence ? De quoi ils ont besoin ? On a 0 dataset, 0 expérience métier. Et donc, on a pris une décision assez forte, c'est de se dire, allons-y full stack. On va faire un hôpital, en gros. Faisons notre propre hôpital. Personne ne va nous dire, t'as pas le droit d'utiliser ce logiciel, ou on aura nos médecins, nos patients, nos logiciels, et on va réinventer la médecine en la pratiquant. Si tu demandes à tes parents si ton idée est bonne, ils vont pas te dire non. Ouais. On dit souvent, voilà, tant que les gens ne payent pas, mais même quand ils payent, je dirais, c'est pas encore une garantie totale que de confirmation. Moi, personnellement, jeter 80% du code et 3 ans d'effort, ça me dérange pas. Depuis toujours, en fait, une fois par trimestre, je m'arrête un peu un dimanche et je me dis, si je commençais la boîte lundi, en n'ayant rien, mais juste en ayant ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on ferait ? Tu es en train de me dire que vous n'avez pas du tout fait d'effort de distribution auprès des médecins ? Ça s'est fait complètement bouche à oreille au début ? Salut Alexandre. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci. Content de t'avoir. Premier podcast de rentrée après cet été merveilleux. Alexandre, tu es le cofondateur et CEO de Nabla. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, absolument. Donc, on manque de médecins partout dans le monde, de millions de médecins dans les pays en voie de développement comme dans les pays riches, partout. Et si vous suivez un médecin aujourd'hui, tu vas voir que 50% de son temps est occupé par des tâches administratives et d'autres tâches à très faible valeur ajoutée. Et personne n'a fait 15 ans d'études en médecine pour finalement devenir secrétaire. Et pourtant, c'est le gros paradoxe, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, Nabla, c'est un assistant IA qui a pour objectif de débarrasser complètement les médecins et les personnels soignants de toutes ces tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur le soin et l'attention des patients. Tous les spécialistes, tous les médecins, moi je connais pas grand-chose à la médecine, ont ce besoin-là. Je me rends pas compte, en fait, je suis très biaisé parce que je connais quelqu'un qui est orthophoniste et elle me racontait qu'elle passait au moins une demi-heure par patient pour ensuite faire son compte-rendu. Est-ce que c'est vraiment ça que tu adresses ? Et est-ce que tous les médecins ont ce cas-là en particulier ? Tous les médecins, tous les infirmiers, infirmières. Ça se voit d'ailleurs quand tu consultes, le médecin, est-ce qu'il te regarde dans les yeux ou est-ce qu'il regarde son écran ? Et toutes les fonctions. Voilà. Le temps passé devant l'écran est largement supérieur au temps passé en face des patients. Et aux États-Unis, ils ont même une expression, c'est pyjama time, pour dire c'est le soir. Après le dîner, ils se remettent sur leur ordinateur pour compléter toutes les notes de tous les patients qu'ils ont vus dans la journée parce qu'ils ont été débordés, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Ce qui est impossible parce que tu as quoi, 20-30 patients quand tu es un généraliste par exemple, j'imagine, par jour ? Je me rends pas compte. Jusqu'à 30, voilà, entre 20 et 30. Et c'est très dangereux en fait de ne pas finir ces notes en temps réel parce que s'il se passe quelque chose, par exemple, entre la consultation et le moment où tu as documenté, tu peux être aussi responsable. Comment ça marche ? Alors, tu as parlé d'IA, évidemment, on a un peu une idée, on se dit que vous enregistrez la voix et que l'IA s'occupe du reste. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a des choses que je ne sais pas, que tu voudrais évoquer ? Alors, on n'enregistre pas, tout de suite j'insiste. Ce serait beaucoup trop sensible en fait d'avoir un fichier audio de ce qui se passe entre un médecin et un patient. On traite en fait à la volée l'audio sans l'enregistrer, sans la garder. Alors d'une part, oui, on entend ce qui se passe dans les conversations entre les personnels soignants et les patients. En parallèle, on est connecté au dossier du patient, dossier médical, et sur la base de ces deux informations, on va générer tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire mettre à jour le dossier du patient, de la patiente dans le logiciel médical utilisé par l'hôpital ou le médecin, rédiger les lettres d'adressage pour les spécialistes, s'occuper de ce qu'il faut faire avec l'assureur, la sécurité sociale, la mutuelle. En fait, toutes ces tâches qui découlent de chaque consultation, c'est ça qu'on va essayer de parfaitement préparer, de le présenter au médecin, et le ou la médecin va en fait valider que ces documents sont bons. En général, dans 95%, au-dessus de 95% des cas, il n'y a rien à retoucher, valider, et là, tout est terminé. Tu veux dire que tu pallies à l'écriture des médecins sur les ordonnances ou pas ? Ah oui, alors c'est un effet secondaire de ce qu'on fait.
C'est qu'on on a abandonné la tâche IA de comprendre l'écriture des médecins, on écrit à leur place. C'est incroyable. On a contourné le problème. C'est excellent. Je comprends pas comment les pharmaciens font pour déchiffrer l'écriture des médecins. Bref. Et alors, donc tu me disais que la boîte a été montée, ou je l'ai dit en intro plutôt, que la boîte a été montée en 2019. Je pense que vous avez commencé à bosser un petit peu avant dessus. On parlait de 2018-2019 avant de démarrer l'enregistrement. Et donc il y a eu plein d'étapes chez Nabla, à savoir qu'il y a un moment où vous avez quand même largement revu votre produit, en 2022 notamment, où, comme je le disais en intro, vous avez dû abandonner une énorme partie, enfin la majorité du produit. Je veux bien que tu me racontes un petit peu, avant que vous abandonniez ce produit, finalement, quoi il ressemblait, pourquoi il était aussi large et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc en 2022, notre produit chez Nabla, c'était ce qu'on appelle un EHR, Electronic Health Record. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent du CRM dans la médecine. Donc c'est ces dossiers qui permettent aux médecins, aux hôpitaux, d'avoir toutes les informations de chaque patient, et de gérer tout ce qui se passe avec ce patient. Et c'est ça qui doit être mis à jour après chaque consultation. Donc on était devenu alors typiquement les EHR sur le marché sont des choses assez préhistoriques, avec une user experience catastrophique, etc. Mais ils sont très difficiles à déplacer, ils sont là. Et c'était notre produit. Donc on avait fait un superbe produit dans les standards qu'on ferait pour un produit de CRM aujourd'hui ou d'autres produits. On avait amené ce standard dans la médecine. Et donc on a donc un UHR, c'est-à-dire t'as les dossiers du patient, toutes les informations et un moyen de communiquer avec ton patient par messagerie, par téléconsultation vidéo, audio, et un moyen d'écrire des prescriptions, des ordonnances, etc. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un CRM pour la médecine, et c'est évidemment un produit assez complet, assez large. Donc c'était le produit de Nabla en 2022, c'est ce qu'on appelait la Care Platform en interne. C'était ça. Et puis on avait, puisque c'était quand même l'objectif, la mission de Nabla au début, petit à petit observer là où les médecins perdaient du temps et automatiser certaines fonctionnalités avec de l'IA. Donc on avait une sorte de copilot à l'intérieur de notre produit qui essayer d'assister les médecins, le personnel soignant quand ils utilisaient le logiciel. Notamment des choses qui documentaient automatiquement les consultations. Ok. Et donc, ça ressemble à un produit très horizontal. Toi, pourtant, tu as entrepris plusieurs fois, donc on peut se dire que tu peux éviter cet écueil-là, ce piège-là. Qu'est-ce qui te fait qu'à l'époque, tu te dis, mais il faut absolument être aussi horizontal que ça, et je veux bien que tu me dises un peu, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'à un moment, vous vous êtes dit, on ne va pas dans la bonne direction, il faut absolument qu'on réduise le périmètre de ce produit. Alors, c'est pas si horizontal, parce que ça reste dans un c'est une verticale médecine, voilà. Mais tout comme Payline l'est dans la compta, et pourtant c'est un produit horizontal un peu tout en un, quoi, tu vois. Etc. Mais justement, c'est peut-être trompeur, tu te dis, c'est bon, je suis dans un vertical, donc j'ai aucun risque, et tu t'arrêtes d'y penser, et tu te réveilles un matin, et t'es devenu un énorme truc horizontal. C'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est super insight, de dire qu'effectivement, faire attention, l'horizontal veut pas dire que t'es large partout, à la fois sur le secteur, l'ICP et le périmètre produit. Tu peux être aussi horizontal sur un ICP très précis, mais sur un produit très large, quoi. Exactement. Et si l'ICP, c'est des médecins qui ont un besoin phénoménal de plein d'outils, de plein de choses, et que tu l'écoutes, et que tu fais ton boulot d'écouter tes clients, et que tu as une bonne exécution, avec une bonne équipe EPM qui va très très vite, il suffit de relâcher ton attention pendant 6 mois, et tu te réveilles un matin, et tu as un produit énorme. Exactement. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. On était très très... volontariste, très à l'écoute des médecins qui utilisaient le produit, une très bonne équipe. On avait beaucoup de moyens parce on n'a jamais eu de problème pour lever des fonds chez Nabla grâce à notre historique. Mais ça aussi, j'insiste toujours, c'est un danger. C'est aussi un danger d'avoir trop d'argent. Tu le vois comme un danger? Alors, j'ai pas... ma première boîte, on a bootstrappé pendant 3 ans, sans se payer, en faisant des prestations de IT, à faire des réseaux et des sites web en PHP pour survivre. Donc, j'ai connu les deux. Je veux juste te dire ça, parce que pour pas paraître comme étant né dans le luxe et présomptueux, quoi. Avec une cuillère d'argent. Voilà. Mais l'avantage de pas avoir d'argent, c'est que tu as un focus forcé. Tu peux pas faire 10 choses... T'as pas 10 ingénieurs et c'est plus dur de terminer avec un truc très horizontal. Voilà. Ça a plein d'inconvénients, mais ça a un avantage. Et là, en fait, on avait les moyens, on avait des très bons utilisateurs, médecins passionnés avec qui on bossait, donc on les a écoutés, on allait très vite et on a très très vite fait
il manque toujours quelque chose. On pourrait continuer éternellement, en fait, sans jamais arriver au bout. Tu fais, par exemple, des téléconsultations, mais après, il faut faire qu'est-ce qui se passe si j'envoie des messages asynchrones, qu'il faut gérer ça. Et ensuite, ah oui, mais j'ai aussi des consultations physiques qu'il faut prendre en compte. Et puis, mais il faut faire les ordonnances. Et il y a la Sécu, mais il y a aussi les mutuelles. Enfin, tu peux ne jamais t'arrêter. Et tu ne sentais pas, un peu comme Doctolib l'a fait d'ailleurs, parce que Doctolib aujourd'hui, on peut dire que c'est du multiproduit. Le use case de base, si je ne me trompe pas, c'était quand même de pouvoir laisser la possibilité à des gens, à des patients de réserver leur rendez-vous avec leur médecin. Donc c'était un peu le use case de base. À nouveau, si je ne me trompe pas, je ne connais pas l'historique parfait de Doctolib. Eux aussi auraient pu se dire, mais on peut faire tellement plus. Et tu n'avais pas, toi, cette intuition de te dire, attention, il faut quand même qu'on s'arrête sur, comme ce qu'on nous apprend dans les livres, quoi, le cas d'usage le plus précis pour le médecin. Tu avais envie de leur faire plaisir, en fait, et de tout faire, quoi. En fait, si j'avais trouvé un product market fit sur un cas étroit, on se serait précipité dessus et on serait resté. Ouais. Mais quand tu n'as toujours pas de product market fit, que tu sens bien que ça ne marche pas, que tu ne feras pas de revenus, tu ne peux pas t'arrêter. Ouais. Et Doctolib, ils ont fait les calendriers, la réservation, ça a marché. Ils ont très vite gagné le marché français. Donc, ils n'avaient pas de raison de s'étendre tant qu'ils n'avaient pas... Parce que ça fonctionnait. Voilà. Ouais. Peut-être à une autre époque aussi où il y a eu plus cet effet waouh du côté des médecins, parce qu'en fait, Doctolib, ça a quand même quelques années de plus que Nabla. Et peut-être que ce type d'outil n'était pas du tout adopté. Il y avait plus d'effet waouh de la part des médecins, je ne sais pas. Alors que peut-être que les médecins utilisent plus de techno maintenant. À nouveau, je ne connais pas bien ce persona. C'était une époque différente. Et puis, Doctolib allait jusqu'au bout du marché. Et une fois qu'ils ont gagné tout le marché, maintenant, Doctolib est dans une phase où, justement, ils font un produit qui ressemble fortement à ce qu'on avait fait en 2022. Ouais. Sauf qu'ils ont le marché, la puissance commerciale de le pousser, etc. Et ils ont raison de faire ça. Mais c'est des milliers de commerciaux. C'est Doctolib. Une start-up de 30 personnes... s'aventurer dans un truc horizontal aussi large, c'est du suicide, c'est sûr. Mais après, avec le recul, c'est toujours beaucoup de choses paraissent évidentes. C'est beaucoup plus facile. Ouais. Sur le moment, de jour en jour, t'écoutes, tu rajoutes des features, tu dis il manque ça et ça va être bon. Voilà, donc on en était avec ce produit très très beau d'ailleurs, qui marchait très bien, mais qui était très difficile à vendre. Tu disais à l'instant que vous n'aviez pas de product market fit en fait, et que c'est pour ça que tu continuais à élargir le périmètre en te disant il y a bien un truc qui va prendre où l'addition de toutes ces fonctionnalités va faire qu'à un moment on va y arriver. Quels signaux te faisaient te dire que vous n'avez pas de product market fit ? Alors c'est très simple, hein. Nous on vendait cette plateforme, encore une fois je prends l'analogie du CRM pour les auditeurs, mais à des organisations, pas à des médecins individuels, mais à des centres de santé ou des health tech qui vendaient un service médical à des patients, des choses comme ça. Ou des boîtes de téléconsultation dans différents pays. Et en fait, tout simplement, on a vite plafonné une dizaine de clients. Et on voyait bien, là, c'est même pas la peine de faire du big data sur l'usage ou de l'acquisition, du churn. Enfin, c'est B2B, hein, c'était B2B, ce que je voulais dire. Et tu vois bien que tu es arrivé à 10 et que tu vois pas trop qui va être le 11e, etc. Donc, tu as atteint vite une limite. D'autre part, sur ces 10, il y en a 5 ou 6 qui étaient en fait des copains, des sociétés qui nous connaissaient, qui n'avaient pas forcément peut-être osé nous dire non. C'est aussi pour ça qu'on ne pouvait pas leur dire non quand ils avaient besoin d'un feature en plus. Des soutiens, en fait. Et ça nous a un peu biaisés. Voilà, il faut faire attention à ça aussi. Si tu demandes, c'est bien connu, mais si tu demandes à tes parents si ton idée est bonne, ils vont pas te dire non. Ouais. On dit souvent, voilà, tant que les gens ne payent pas, mais même quand ils payent, je dirais, c'est pas encore une garantie totale que de confirmation. Ouais. Là, en l'occurrence, c'était des chiffres très simples qui nous montraient bien que on n'allait pas pouvoir progresser. Et la seconde chose, c'est qu'en mi-2022, si tu te souviens, il y a eu un petit décrochage post-Covid, une mini-crise de financement des startups, etc. Et encore plus dans la santé. Alors, la santé, il y a eu un boom extraordinaire, une bulle extraordinaire en 2020-2021, liée au Covid. Et en 2022, tout d'un coup, en juin, tous les robinets sont fermés. Or, nos clients étaient justement des petites entreprises de santé qui démarraient. Et je me disais, sur les 10 qui va réussir à faire sa prochaine levée de fonds ? Qui va survivre. Donc, et il y en aura, on n'est pas prêt d'avoir des nouvelles créations bien financées sur ce marché. Donc en plus, déjà, la situation n'était pas terrible, mais je ne la voyais pas évoluer dans le bon sens par rapport
parce que c'était des petits acteurs, pure players nouveaux. Et là, la première question qu'on s'est posée, c'est il faut à tout prix qu'on puisse vendre à des acteurs établis, des grands comptes, des hôpitaux, qui, eux, vont survivre et ont des besoins. Donc, le déclic est parti de se dire, OK, on a la mauvaise cible, la cible risque de mourir, et de toute façon, on n'aura pas une croissance là-dessus, donc il faut qu'on change d'ICP. Si je reprends la chronologie, donc vous montez Nabla à peu près en 2019, il se passe 3 ans quasiment, entre le moment où vous le montez et le moment où vous vous dites qu'il faut absolument qu'on pivote et qu'on revoie le périmètre produit. C'est bien ça? Il se passe 3 ans. Alors, on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de détours pendant ces 3 ans. Il faut construire aussi. Parce que, voilà. Et alors, pour l'histoire du début, nous, on était une équipe très, très tech. On sortait principalement de Facebook et iResearch. Ouais. Et on voulait faire de la santé. Et on s'est dit, on veut aider les médecins avec de l'IA, mais qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? De quoi ils ont besoin? On a 0 dataset, 0 expérience métier. Et donc, on a pris une décision assez forte, c'est se dire, allons-y, full stack. On va faire un hôpital, en gros. Faisons notre propre hôpital. Personne ne va nous dire, t'as pas le droit d'utiliser ce logiciel, ou on aura nos médecins, nos patients, nos logiciels, et on va réinventer la médecine en la pratiquant. Ce qui est le seul moyen. Ce sera très difficile de convaincre des gens à l'extérieur d'utiliser un software qui est en train d'être fait, surtout dans la médecine où le move fast and break things, etc. ne marche pas. Tu peux pas tuer des patients pour expérimenter. Donc on s'est dit, tiens, on va devenir nous-mêmes fournisseurs de soins. Et donc pendant 2 ans, en fait, on a opéré une application de santé pour les femmes qui était en téléhealth, donc à distance, parce que c'était pendant le Covid, donc on n'avait pas le choix. Mais je voulais au début carrément créer une clinique. Physique. Et on a été, Dieu merci, on n'a pas pu le faire grâce au Covid. Wow. Parce que ça aurait été encore plus douloureux à Unwind. Donc on a fait cette application, on a embauché des médecins, on a eu des patients en France et en Angleterre, jusqu'à 20-30 000 patients, donc à assez grande échelle. Et on a développé cette plateforme pour nous-mêmes. Et là, pour le coup, je crois beaucoup à ce truc de fais quelque chose dont toi-même tu as besoin. C'est la meilleure manière, si tu es l'utilisateur, de faire la bonne chose. Et là, en fait, on s'est artificiellement mis dans la position de la personne qui avait besoin de cette plateforme en devenant une clinique digitale. Donc, ce qui explique le temps passé. Qui était contextuel, en fait. Et voilà, et on a fait ce logiciel pour nous. Et le premier pivot, ça a été de passer en B2B en disant maintenant, on a fait un super logiciel, on arrête d'opérer notre clinique digitale parce que c'est pas vraiment notre métier, c'est pas le même business, c'est pas là qu'on sera fort, et on vend notre logiciel aux autres. Donc il y a eu un premier pivot avant, en fait. Ce pivot de modèle. Ouais, de modèle déjà. Voilà, de modèle qui était, j'ai pas envie de dire que c'était prévu parce que ça serait un peu réécrire l'histoire, mais on savait en faisant une clinique nous-mêmes, on savait pas, soit on allait continuer, soit se mettre à l'avant le logiciel, on était ouvert. Sur tous les scénarios possibles, on s'était dit on verra. En tout cas, c'est la bonne première étape. Et je pense que c'était la bonne première étape. On aurait pu le faire plus vite, plus efficacement, évidemment. On peut toujours revenir sur les détails. Mais on venait de là. Voilà. Donc les 3 premières années de Nabla, ça a été ça. Donc en fait, de 2019 à 2022, en fait, vous êtes sur cette première version de modèle. En 2022, tu décides de changer de modèle. Là, vous signez les 10 premiers clients dont tu parles, dont 5 copains, à peu près, à la grosse. Il y avait de l'adoption, d'ailleurs, au-delà juste du fait que tu vendais. Est-ce qu'il y avait de l'adoption de la part de ces médecins? Il y avait de l'adoption, mais c'était des acteurs tout petits. Ouais. Donc, c'était une adoption qui était il y avait un volume qui était microscopique. Dur de je me souviens, quand on avait une faute, quand on avait un problème de serveur et que c'était down, on mettait plus d'1 heure à le savoir parce que personne ne s'en rendait compte, ce qui est un peu vexant. Bon, là, maintenant, au bout d'10 minutes, on s'est insulté par tout le monde, donc on sait au moins. Mais voilà, donc c'était à tout. Nos clients eux-mêmes étaient des startups, en fait, pour la plupart. Donc, avec des adoptions très modestes. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais. Vous avez donc un petit peu une révélation de vous dire, une révélation c'est peut-être un mot un peu élevé, mais en gros vous vous dites il faut absolument qu'on change ça, qu'on aille plutôt sur une cible d'entreprises, d'organismes plus gros. Et là du coup on se dit mais attention, est-ce que ça va pas être la galère de monter un produit avec des boîtes plus grosses? C'est souvent ce qu'on déconseille sur ton early stage. Comment tu vois ce changement-là et comment il a été vécu? Est-ce que vous êtes posé cette question-là d'ailleurs à l'époque? En fait mais c'était vraiment une réalisation, une épiphanie, j'ai envie de dire, pour pas avoir peur des mots.
en septembre 2022, j'étais allé à un salon qui avait aucun intérêt, mais ça avait l'avantage de me sortir du quotidien, de la roue de hamster dans laquelle on était tous les jours. Ouais. J'étais avec une collaboratrice, Chloé Simpson, et je me souviens, on a dîné, c'était en Suisse, je sais plus où, et on était déprimés tous les deux, et on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. On a une super technologie. Quand on fait des démos de notre plateforme à des gens établis, à des hôpitaux, etc., ils disent « Ok, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà plein de choses qu'ils font déjà chez moi, je peux pas remplacer. » Par contre, c'est super intéressant, ce petit copilot, cette IA, cet automatisme-là, il est génial. Et on passe notre temps à entendre ça et à faire. Et là, on a eu une sorte d'épiphanie, de se dire « Mais en fait, pourquoi on sort pas ça, puisqu'ils veulent ça ?» Ils nous le disent tous les jours. Extrayons ce copilote, ces petits morceaux d'IA, cet assistant IA de notre gros produit, et vendons juste ça. Et là, les hôpitaux, les systèmes établis pourront le prendre parce que ça n'empiète pas sur ce qu'ils ont déjà. Donc ça nous est sauté aux yeux ce soir-là au restaurant en se disant il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien et la solution n'était pas si loin en fait. T'avais pas peur de vendre aux hôpitaux directement après cette réflexion-là? Puisque on peut toujours penser que, je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui est conseillé par plein d'entrepreneurs ou d'accélérateurs par exemple, que globalement c'est une cible qu'il faut éviter, les grands groupes ou ce type de structures qui sont très régulées. Si, alors vendre à un hôpital pour une start-up, c'est presque du suicide. Il y a un cimetière j'appelle ça le cimetière des pilotes. C'est tous les gens qui ont essayé de faire des pilotes avec notamment la PHP, c'est des amis, mais je cite toujours en exemple, mais avec tendresse. Où tu fais un pilote, ça prend 1 an, puis après tu attends une décision, ça vient jamais, et puis ton financement se baisse, et puis à la fin tu meurs. Donc oui, non, c'est très compliqué, et c'est d'autre part, en fait, on savait qu'on avait un concurrent qui est Microsoft, en fait, qui a racheté une boîte qui s'appelle Nuance, qui est la boîte qui vend les micros pour le dictée vocale aux hôpitaux depuis 20 ans, qui sont extrêmement forts commercialement. Ils ont des milliers de commerciaux, des contacts existants, etc. etc. Et eux étaient en train de travailler sur un produit qui allait être concurrent de nous. Donc on s'est dit, il faut aussi innover sur la distribution autant que sur le produit, la disruption de la distribution. On ne peut pas se battre dans la même bataille qu'une armée 1 million de fois supérieure à nous. Donc on a décidé de ne même pas essayer à aucun moment de vendre de manière classique directement aux hôpitaux, mais de passer par en bas, de remonter par la base en poussant le produit directement aux médecins. Ok, et donc c'est quoi? C'est une application que tu distribues aux médecins? Comment ça se passe exactement? Exactement, alors on a décidé de faire une extension Chrome. Au début, ça aussi c'était un message très important, qui est le message quand tu fais une extension, c'est « je ne cherche pas à remplacer ce que vous utilisez ». Ouais. Et quand tu as des médecins qui ont déjà 15 logiciels ultra buggés, infernaux, il faut aller prendre un café quand ça reboot, etc., si tu leur dis « j'en ai un 16e », ils te mettent à la porte direct. Ouais. Et donc, le message qu'on avait en faisant une extension, c'était « je sais que vous ne voulez pas de nouveaux logiciels, je vais juste m'injecter dans ce que vous utilisez et je vais vous faciliter la vie en automatisant des choses pour que votre vie soit plus simple. » Et donc, outre la simplicité de distribution d'une extension, versus d'autres formes de logiciels, c'était ce message surtout c'est vraiment un copilot, tu vois, ça vient sur le côté pour t'aider et c'est sous cette forme-là qu'on a packagé la première version. T'avais pas peur que ces médecins te redirigent finalement vers le service IT de l'hôpital en disant écoutez, c'est eux qui s'occupent de ça, c'est encore une énième difficulté technique qui va pas m'aider dans mon quotidien? Comment ça s'est passé? Comment ça a été pris quand vous avez commencé à créer cette extension et à la distribuer auprès des médecins? Alors, il faut savoir que les médecins n'écoutent que les médecins. Et encore, les orthopédistes n'écoutent que les orthopédistes, etc., spécialité par spécialité. Donc, tu as embauché un médecin comme commercial. En fait, on a vraiment été optimiste. Et donc, on a appelé quelques médecins amis. De par notre première itération de Nabla, on avait quand même un réseau de médecins. Ils ont commencé à l'utiliser, à en parler à d'autres médecins, et tout s'est fait par bouche à oreille, comme ça. Et dans ce cas-là, les médecins entre eux disent « Ouais, j'utilise un truc génial, je gagne 1 heure par jour, c'est magique, il y a ce côté magique. » Aujourd'hui, qu'on n'a plus, si je te montre un outil dans Zoom qui résume ton call, bon, tu dis « Ok, mais quand tu montrais ça en 2022,
un médecin, il disait c'est pas possible, comment ça marche, c'est de la magie noire, il y avait un effet wow de chaque démo. Donc grâce à cet effet wow, les gens, quand ils découvrent c'est humain, quelque chose comme ça, ils ont envie d'en parler à leurs amis au dîner. Et donc, comme ce sont des cercles très fermés, des groupes Facebook, la médecine, des cercles assez fermés, les choses intrigantes et surprenantes et positives peuvent se répandre assez vite. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On ne s'est pas vraiment lancé, en fait. On l'a rendu disponible facilement. On a beaucoup bossé sur le onboarding. Parce que, par contre, faire installer une extension Chrome aux médecins, et je dis bonjour à mes amis médecins, j'ai rien contre vous, mais parfois, il faut des gros tutos, beaucoup de support, mais on a travaillé sur la facilité pour démarrer. On a aussi travaillé sur les questions de sécurité de vie privée qui allaient se poser. Donc, par exemple, c'est là qu'on a décidé de jamais rien enregistrer. L'extension Chrome, elle fait son boulot, elle écoute, mais elle ne stocke pas le son, elle transcrit, mais elle ne stocke pas le texte, elle génère la documentation clinique, donc en gros le compte-rendu médical. Elle attend que le médecin le copie pour le coller dans son logiciel, et là, elle oublie tout. C'est vraiment une machine sans état. Et donc, on a pris toutes ces décisions pour que la discussion soit très simple. Si on leur avait dit, ah oui, au fait, on stocke l'enregistrement de vos patients et on va les vendre aux Chinois, on n'aurait pas pu. Voilà, on a quand même... on a quand même simplifié la décision pour qu'ils se disent je vais au moins essayer, ou même certains l'ont essayé avec des faux patients entre eux, etc. Mais on a rendu ce PLG possible en concevant le produit, en passant beaucoup de temps là-dessus. Tu es en train de me dire que vous n'avez pas du tout fait d'effort de distribution auprès des médecins? Ça s'est fait complètement bouche à oreille au début? En fait, on s'est dit, on est en bêta-test, on va le rendre disponible. Donc, il fallait aller on a mis que 3 mois, en fait, à faire ce packaging. On l'a rendu, c'était sur nabla.com. C'était disponible en français et en anglais. OK. Et on s'est dit, on verra. On va voir ce qui se passe. Et je me souviens de ces premières semaines où on comptait à la fin de la semaine, OK, il y a eu 12 utilisateurs actifs, il y en a eu 15. Voilà, c'était le tout début, mais on n'a pas fait... c'est très compliqué de faire du marketing. Justement, j'allais demander, tu peux pas faire d'ads, tu peux pas faire tout ce que tu peux voir pour des produits type LG. Tu peux, mais c'est surtout aux États-Unis, mais c'est très cher, c'est très compliqué. Puis encore une fois, ils font confiance. Ils ont raison, ils se font confiance qu'aux sources médicales. Il y a un besoin de niveau de confiance énorme. Ouais. Voilà, donc une ad dans Facebook pour un médecin, c'est dur. Donc on s'est dit, fort aussi de nos erreurs passées, tant qu'on n'a pas de market fit, de prouver que ça accrochait, ça sert à rien de s'exciter sur la distribution et sur le marketing. Donc on a eu raison, donc on l'a ouvert et on a regardé ce qui se passe. Mais ils arrivaient d'où? Ils arrivaient donc du bouche à oreille, du SEO peut-être? Uniquement du bouche à oreille. Qui est très puissant, encore une fois, dans ces cercles. Donc ça dépend de l'industrie dans laquelle tu es, l'utilisateur, mais très puissant, quasiment la seule chose qui marche vraiment dans mon expérience dans la santé. Et on a eu de la chance, on a commencé à avoir quelques médecins assez influents aux États-Unis qui l'ont découvert et qui l'utilisaient. Et un mois après l'ouverture, le New York Times a fait un article sur 40 manières dont l'IA va changer les métiers de demain, etc. Et un des 40 use cases, c'était la médecine. Et ils ont interviewé un médecin qui était utilisateur de Nabla, qui faisait partie des 12 utilisateurs de Nabla aux US, je pense, ou des 50. Et on a eu donc cette mention lien direct dans le New York Times, et là on voit la puissance le lendemain, voilà, ça a lancé complètement... Tu te souviens des chiffres? Je me souviens plus des chiffres exactement, mais je me souviens de la forme parfaitement hyperbolique de la courbe, exponentielle de la courbe. Et donc voilà, on a eu ce launch involontaire. On aurait pu travailler pendant 10 ans avec des PR pour avoir un article dans le New York Times sans rien avoir. Et là, voilà. Mais c'est aussi parce qu'on avait créé cette petite communauté de médecins ultra passionnés qui nous adoraient. On répondait, on les aidait tous les jours, on faisait des features pour eux, etc. On a créé la condition d'avoir de la chance. Voilà, donc ça a démarré, réellement, ça a démarré comme ça. Et aux États-Unis, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. On n'avait pas décidé de commencer par les US, mais on avait quand même une intuition que ça allait peut-être être notre premier marché, donc on l'avait bien mis. La V0 était en anglais et en français. On n'a jamais eu ça a toujours été disponible en anglais, et on a eu ce launch en avril 2023 avec le New York Times. Cette communauté de médecins dont tu as parlé, ça représentait combien de médecins et comment est-ce que tu gardais contact avec eux?
Alors avant le New York Times, c'était quelques dizaines maximum. Et en fait, on avait mis un moyen dans le produit, on a toujours d'ailleurs, très simple de donner du feedback. Donc après chaque consultation, Nabla te fait son travail. Et là, il y a vraiment un bouton énorme qui dit « Leave feedback ». Et en fait, ça peut être génial, tel meilleur. Les gens en parlent comme si c'était un assistant médical humain. Ou alors, mais là, vraiment, tu as oublié complètement cette section, tu as fait n'importe quoi ici, etc. Et en fait, on lit toujours, humainement, c'est des centaines par jour aujourd'hui, mais on lit chaque feedback, on répond. Et à l'époque, c'était évidemment... tout le monde lisait chaque feedback dans la boîte, et moi le premier. Et donc, en fait, on répondait, on posait des questions, et ils étaient tellement surpris qu'il y ait des gens derrière, et qu'on prenne leur feedback, et que le produit, une semaine plus tard, avait l'amélioration, etc. Ils ont tellement pas l'habitude, le user moyen est tellement ignoré par tous les outils qu'il utilise, que si tu te démarques de ça, tout de suite, les gens tombent amoureux du produit. Donc, on a eu, sans les avoir jamais rencontrés, etc., on a eu très vite une partie de nos users qui étaient extrêmement fidèles et engagés à travers juste ce feedback, ce bouton de feedback, mais auquel on répondait, qui créait les conversations. Tu disais juste avant que vous avez quelque part voulu bypasser les parties IT des hôpitaux, notamment... via les leçons que vous aviez tirées et le fait que tu devais faire autrement que ce fameux gros concurrent qui appartient à Microsoft, si je comprends bien. Est-ce qu'à un moment où vous êtes confronté à des médecins qui justement vous redirigeaient vers l'IT, ou est-ce que d'ailleurs, maintenant que Nabla est beaucoup plus gros, vous devez faire avec l'IT? Comment ça s'est passé cette transition? Alors en fait, les médecins au bout d'un moment nous redirigeaient vers l'IT, mais une fois qu'ils étaient déjà super convaincus. Ils sont pas naïfs, ils savent très bien que s'ils demandent à l'IT de valider un truc, il se passera jamais rien. Et d'autre part, les médecins dans le monde entier utilisent plein d'outils qui ne sont pas du tout officiels, comme WhatsApp. Tous les médecins du monde utilisent WhatsApp, partagent des cas dans Twitter, anonymes, etc. Mais en fait, si il y a un moment, tu es complètement débordé, tu travailles 12 heures par jour, tu ne sais plus quoi faire, les outils qu'on te donne sont complètement nazes, tu vas utiliser WhatsApp. Voilà, c'est humain, c'est universel. Et donc, il y a cette culture au bout d'un moment, si un outil est vraiment génial et me résout un problème immense, je vais d'abord l'utiliser. Je vérifie évidemment qu'il n'y a pas de choses horribles comme mes datas qui sont stockées ou quelque chose qui serait clairement pas sécurisé ou éthiquement incorrect. Mais si ça m'a l'air clean et que mes autres médecins l'utilisent autour de moi, je l'utilise. Alors ça c'est autant dans tous les pays dans lesquels on bosse, on voit ça. Par contre, au bout d'un moment, ils mettaient l'IT dans la boucle, c'était surtout pour l'intégrer, et c'est ça qui est intéressant. Nabla, ça marche beaucoup mieux si c'est bien intégré avec les logiciels qu'ils utilisent déjà. Donc nous, on n'est pas vocation à être le dossier patient. Donc on a vocation à aider à remplir le dossier patient. Donc dans un monde parfait, Nabla fait son boulot et puis se connecte à ton dossier patient et écrit tout à ta place et t'as rien à faire. Alors que dans cette première version, il y avait un copier-coller manuel à faire. Donc en fait, quand ils nous ont mis l'IT dans la boucle, c'était pas pour valider s'ils pouvaient l'utiliser ou pas, c'était pour avoir officialiser le support de l'outil et donc avoir cette intégration dans le workflow et aussi avoir une licence, parce qu'au début, ils payaient avec la carte bleue individuellement. Et c'était aussi pour avoir une licence globale pour toute l'équipe. Voilà, vraiment le motion de PLG classique, où au début, tu utilises un outil pas intégré et payé par toi-même ou en version gratuite. Et une fois que c'est bien ancré dans ton équipe, tu vas aller demander au procurement un support officiel pour avoir le SSO, que la licence soit une licence d'entreprise, etc. C'est exactement le motion classique de PLG. Ça veut dire que les médecins ont quelque part un pouvoir quand même sur l'IT, de dire, écoutez, nous, on utilise ça, il faut absolument que ça continue. Alors que tu pourrais imaginer, je sais pas, vendre, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, une boîte de conseil qui a besoin, qui pense avoir besoin pour ses consultants de faire ça, donc à l'IT de la boîte de conseil, mais que demain, les consultants ne l'utilisent pas parce qu'en fait, l'adoption ne se fait pas. Donc toi, tu as validé l'adoption de l'utilisateur final, et ensuite, qui a, via cette adoption, a eu un pouvoir d'ambassadeur vers l'IT, quoi. Et ça, tu as réussi à valider que dans n'importe quel hôpital, ça marchait toujours comme ça, que ce soit en France, aux US ou autres. Les médecins, après, ils ont cette force de validation auprès de l'IT, c'est ça? Alors, c'est pas que de l'IT, c'est toute la direction. En général, tu as une direction médicale. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le Chief Medical Informatics Officer. Donc, c'est un peu l'IT médical, c'est les médecins en général. Donc, c'est important, c'est les médecins.
Donc ils sont empathiques, ils savent ce que c'est. C'est pas l'IT comme dans une boîte normale, mais il y a cette hiérarchie qui rapporte au Chief Medical Officer ou au Chief Medical Informatics Officer. Alors oui, ils ont un vrai pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on manque de centaines de milliers de médecins. Les hôpitaux aux US, ils manquent de médecins, donc ça fait des pertes de revenus de millions de dollars parce que tu as par exemple une salle d'opération et en fait elle ne va pas être utilisée H24 parce que tu n'as pas assez de chirurgiens. Donc c'est un immense problème. Donc à un moment où ce qu'on appelle les systèmes de santé, health system aux US, ils ont par exemple 250 postes vacants et les médecins qui ont demandent un outil en disant c'est une question de vie ou de mort pour moi d'utiliser ça et que c'est... Voilà, la direction ne va pas dire non. Donc on était dans ce contexte où effectivement nos users ont un vrai pouvoir politique, ce qui peut ne pas être toujours le cas. Donc encore une fois, si pour ta boîte tu veux faire du PLJ, c'est quelque chose à valider. Voilà, quel est le levier que va avoir mon utilisateur ou pas pour transformer les licences individuelles en une enterprise contract. C'est un super apprentissage, ça, de se dire à quel point l'utilisateur que j'adresse avec mon produit a de l'influence sur les pouvoirs décisionnels de l'organisme dans lequel l'utilisateur travaille, quoi. Exactement. Quand tu fais du prosumer et qu'en fait l'utilisateur final c'est le même que le buyer, ça pose moins de problème. Quand là il y a plusieurs personnes qui décident et une distinction entre l'acheteur et l'utilisateur, c'est une bonne question à se poser, je trouve. Si on revient un petit peu sur le périmètre produit, donc tu disais, et on l'a dit en intro, vous abandonnez la majeure partie du produit initialement créé en 2022, vous vous concentrez pour vendre, finalement repackager ce produit qui est le fameux copilote IA qui permet aux médecins de faire des comptes rendus. Est-ce que c'était facile de se dire c'est vraiment ce copilote-là qu'on garde, qu'on isole et on enlève le reste, ou est-ce qu'il y a eu quand même un peu le moment où vous vous êtes dit est-ce que ça on le garde quand même, etc. Comment ça s'est fait cette décision c'est jamais facile de jeter 80% de ton effort d'une vie. Justement, il y a de l'émotionnel, etc. On est codé humainement pour trouver des raisons parfaitement malhonnêtes pour se dire non, mais en fait, il y a une raison, il faut qu'on garde ça. Et en fait, au fond de toi, c'est parce que tu sais que tu as passé des années et que tu veux pas le jeter. Et ça, c'était très fort dans la boîte et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Ouais. D'autre part, pour valider en fait cette extension Chrome, ce besoin, parce qu'on n'a pas non plus joué la boîte sans tester un peu. Au début, en fait, j'ai pris 3 personnes, 3 ingés et un PM. Et j'aurais dit, je les ai sortis complètement de l'orga, et j'aurais dit, vous faites ça. Et donc, on a un peu créé une sorte d'équipe parallèle qui pendant 3 mois a bossé jour et nuit pour faire le proof of concept de ça. En fait, ça, c'est isoler la fonctionnalité copilote. La fonctionnalité copilote, le produit actuel, en fait, il a été fait, la V0, elle a été faite par 4 personnes. Il y avait combien de personnes, tu te souviens, à l'époque, avant le fameux pivot On était 25, environ 25, et donc on a sorti une petite équipe, et pendant ce temps-là, le reste de la boîte continue à travailler la vision classique. La vision classique, donc c'est pas évident, et ça, je savais que ça peut pas durer plus de 3 mois. Tu peux pas avoir 2 boîtes dans une, ça crée plein de problèmes humains, etc. Donc en fait, on avait à peu près 3 mois pour se décider, on jette 80%, et tout le monde se remet là-dessus, ou pas. Moi, personnellement, jeter 80% du code et 3 ans d'effort, ça me dérange pas. Depuis toujours, en fait, une fois par trimestre, je m'arrête un peu un dimanche et je me dis, si je commençais la boîte lundi en n'ayant rien, mais juste en ayant ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on ferait ? Quel produit on ferait, quel client on viserait, quelle équipe on monterait, comment elle serait organisée. C'est un super. Alors évidemment, tu le fais pas, tu peux pas recommencer tous les 3 mois. Et puis tu as plein d'assets, donc ce serait. Mais c'est un exercice mental ultra précieux de te dire voilà qu'est-ce que je ferais si je commençais sans rien. Et en fait, souvent une boîte va être tuée par un petit concurrent qui justement fait ça et va très vite et 1 an plus tard tue l'autre. Je sais que Zuckerberg chez Facebook réfléchit souvent comme ça. Et donc voilà, donc en fait, je me disais en fait c'est évident, au bout de quelques tests et de 2 mois, je me suis dit mais c'est absolument évident que si on commençait aujourd'hui, on ferait ça. Et à ce moment-là, ne pas le faire parce que tu as fait des choses dans le passé, c'est rationnellement complètement ridicule. Voilà. En posant cette question tous les 3 mois, il y a des moments où tu as pris des décisions fortes ?
Ce genre de décision, typiquement. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas communiqué à toute l'entreprise qu'il fallait, au lieu de 5-6 personnes, mettre 25 personnes pour bosser sur ce nouveau produit à l'époque? En fait, pour 2 raisons. Mais la première raison, c'est que si tu veux aller très 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 vite et en 3 mois faire quelque chose qui est quand même compliqué, il vaut mieux être 3 que 25. Okay. Alors ça, c'est... je te parle d'un proof of concept, pas d'un produit terminé, etc. Et que avec le nombre vient les complexités de synchronisation, de management, etc., etc. Et alors c'est la vérité. Voilà, parfois, il vaut mieux un commando de 3 personnes ou 4 personnes va aller plus vite. Et d'ailleurs, quand on a décidé de finalement faire que ça, j'avais très très peur que le fait que tout le monde se mette à travailler dessus on allait se tirer dans le pied et ralentir ou casser ce qu'on avait fait. Donc j'avais presque plus peur quand on a ouvert les vannes et que tout le monde a rejoint cette équipe. On a eu très peur tous dans la boîte de casser une dynamique très très bonne qui avait été mise en place. T'as pas dû laisser partir des gens justement parce qu'il se passe parfois sur des changements de stratégie. J'ai un exemple par exemple qui me vient directement en tête, j'ai reçu ici le CEO de Maze, Jonathan, qui à un moment passe de self-serve à sales-led, sales assisted plutôt. Il doit changer une partie de son équipe parce que juste la façon de commercialiser un produit de self-serve à sales assisted est radicalement différente. Pour des sujets de cash et de temps, en fait, c'était une erreur stratégique pour lui de ne pas changer l'équipe. Est-ce que toi, tu as eu ça à faire aussi? Tu as eu ce move-là à faire? Non, on n'a pas eu besoin de le faire parce que notre produit était tellement nul, en termes d'adoption sur le marché, qu'on n'avait pas d'équipe commerciale, de marketing, etc. Vous n'avez pas trop développé. À ce moment-là, tout Nabla, c'était engineering, design et PM. Okay. Et des gens très bons, très intelligents, qui sont d'ailleurs tous là aujourd'hui et qui d'un claquement de ça, j'admire énormément l'équipe parce que personne n'a questionné, tout le monde a compris que c'était ce qu'il fallait faire. Et on a jeté ces 80% du produit du jour au lendemain et tout le monde a été à fond le lendemain. Donc on n'a pas eu besoin d'ajuster l'équipe. En 3 mois, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle le product market fit, où il y a un début de traction qui est le jour et la nuit avec ce qui s'est passé avant. C'est quoi les signaux? Peut-être, je sais pas si tu as des chiffres ou d'autres signaux que tu peux nous donner qualitatifs, qui nous permettraient de comprendre. J'ai pas de chiffre exact, mais tu le sens tout de suite. En fait, quand tu as le product market fit, tu le sais. Et même quand tu n'as que 10 users, mais que tu vois que d'une semaine à l'autre, ils l'utilisent de plus en plus, qui commencent à te demander des features, que la semaine d'après, tu as doublé le nombre de users. Enfin, même à toute petite échelle, je crois pas que j'ai pas de formule magique. Les gens disent oui, tu fais un sondage et si 40% disent qu'ils seraient très déçus depuis leur produit. Nous, on n'a même pas fait ça. Je crois pas qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais on voyait pour moi, c'est l'adoption qui dit tout. Surtout quand il n'y a personne derrière, personne les pousse les users et ils l'utilisent de plus en plus et ils en parlent à leurs amis. Voilà, on a su presque tout de suite, en fait, au bout de quelques semaines, qu'on a pris la bonne décision et que c'était après 3 ou 4 ans d'errance dans la boîte, c'était dur psychologiquement. Là, ça a été une délivrance parce qu'on a su assez vite que c'était le bon modèle. Ouais. Et toi, en tant que CEO, tu es focalisé sur ce nouveau package, cette nouvelle version du produit pendant 3 mois, ou tu fais encore les deux avec l'ancienne version et le reste de l'équipe qui navigue dessus? En tant que CEO, tu dois bien tout assumer, disons. Et donc, on continue le business normal. Mais oui, j'étais... en termes d'attention, évidemment complètement focalisé sur ça, pour être sûr qu'on faisait les bonnes choses, que l'équipe était aussi protégée des complexités qui auraient pu venir du reste. Et puis on avait quand même beaucoup de décisions techniques et produits sur est-ce qu'on réutilise telle architecture, tel module, ou est-ce qu'on refait de zéro. On a eu beaucoup de décisions à quel point on se base sur l'existant versus on repart. Et ça, c'est des décisions très complexes et jusqu'à ce jour, j'ai toujours pas je sais pas si on a pris toujours les bonnes, je sais qu'on a pris les mauvaises. C'est compliqué. Donc on avait quand même beaucoup de complexité comme ça. Comment tu actes auprès du reste de l'équipe? Donc si vous étiez 25 en tout, 5-6 à bosser, j'imagine que c'est une vingtaine de personnes. Comment ça se passe, cette transition où vous dites, en fait, la boîte, elle change de direction. Vous voyez, vous, 20 personnes qui n'étaient pas au courant, vous allez un petit peu abandonner ce que vous faisiez, vous allez tous plus ou moins changer de scope.
Comment ça se passe Alors, les 20 personnes étaient au courant parce qu'on est extrêmement transparent chez Nabla. Ouais. On a un Q&A tous les vendredis à 17h30 et tous les groupes Slack de la boîte sont ouverts, publics, sauf si tu as une très bonne... Il faut prouver s'il est privé, parce que c'est du légal, de la finance, il faut le prouver. Donc par défaut, c'est public, il faut avoir une raison documentée si ça l'est pas. Et on dit tout, etc. Donc tout le monde savait qu'on explorait ça. Que c'était potentiellement un pivot et que donc c'était pas c'était pas en chambre secrète, c'était juste ils savaient, les personnes savaient qu'il y avait une team, une équipe qui était sur autre chose. Ils savaient déjà ce que c'était, c'est-à-dire l'extension, donc ils avaient le sujet, mais ils savaient pas quel résultat ça allait donner, quoi. On n'était pas encore sûr. Je me souviens, on avait le débat extension, pas extension, etc. Mais ils savaient tout était ouvert. Voilà, tout était ouvert et heureusement parce que sinon ça aurait été compliqué de dire au fait, les gars, ça fait 3 ou 4 mois qu'on bosse sur un truc en secret, c'est pas dans une boîte de 25 personnes. Si t'en arrives à ça, ça devrait jamais arriver, quoi. Je pense que c'est parfois douloureux d'être transparent dès le début, mais après, tu t'économises des problèmes. Et donc, je me souviens, on a fait une raclette, un repas de Noël dans le bureau à Noël 2022. Et tout le monde est là. Tout le monde est là, et j'ai dit, voilà, en fait, les premiers signaux qu'on a, il faut jouer all-in là-dessus. On va arrêter le reste. Et enfin, en tout cas, on va miser tous nos futurs efforts sur le Copilot. Donc, on a appelé Nabla Copilot. Okay. C'était avant que Microsoft appelle tout Copilot. Mais c'était un message pour les médecins pour dire c'est vous le pilote, parce qu'on voulait surtout pas leur dire on va prendre des décisions médicales à votre place. C'était aussi un message très important de dire nous on documente, on est assis à côté. C'est vous qui gardez la décision. Voilà, d'où le nom Copilot qu'on a depuis supprimé. Enfin, on a supprimé Copilot, on n'a plus besoin. Donc voilà, on s'est aligné pour ça. J'avais un tout petit peu peur que certains disent mais t'es sûr, etc. Et en fait, l'équipe était du doute, ultra excitée par ça, et on est parti à fond. Et un mois plus tard, on avait les premières validations avec l'adoption, comme j'en parlais. Avec l'article de Forbes, ça se fait après la décision générale dans la boîte, où vous aviez déjà eu sur les 3 mois cette fameuse courbe d'adoption qui t'a fait dire waouh, il y a effectivement début de PMF. On a déjà eu, en fait, de janvier à mars, on a vu cette courbe qui est partie de 1 médecin par semaine, qui est partie très très bas. Ouais. Et en avril, le 15 mars, on a fait un pseudo-marketing, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, mais pour dire maintenant tout le monde. Le 15 mars, tout le monde pouvait utiliser Nabla, donc n'importe quel médecin pouvait se connecter à nabla.com et utiliser. Et le 14 avril, on a eu cet article dans New York Times, miraculeux, qui nous a lancé pour de bon. Ça, c'est après tu parlais de Noël et de raclette, ça c'est avril après le Noël. C'est le trimestre après. Ouais. Ok, hyper clair. Est-ce que si tu dois en voir souvent peut-être si tu parles un peu dans la communauté à des fondateurs ou autres, qui sont un peu coincés justement avec un produit large que tu juges toi large. Je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir des gens qui te contactent pour ça ou autre. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là, toi qui qui est vraiment un repeat entrepreneur, tu l'as fait plusieurs fois. C'est quoi le conseil que tu aurais donné à ces fondateurs qui sont sur un produit justement avec un périmètre un peu large et qui galèrent un peu comme toi t'as pu le vivre? Alors, en général, on a un produit trop large parce qu'on a trop de targets, trop de cibles utilisateurs, trop de ICP. Alors nous, c'était pas le cas, donc c'est... Toi, t'avais un ICP. Moi, j'avais un ICP clair, mais après, encore une fois, un médecin, ça peut vouloir n'importe quoi. Mais souvent, ce que j'ai vu quand on m'a posé la question, c'est des gens qui avaient une cible beaucoup trop variée, et la largeur du produit était une conséquence directe de j'écoute 10 personnes, mais qui n'ont rien à voir entre elles, donc forcément, ça devient... Donc là, c'est assez simple, parce que la chose la plus simple à faire, c'est de se dire, OK, je vais en choisir un, je me force à choisir un ICP parmi les 10, et j'enlève tout ce dont cette personne n'a pas besoin, et là, c'est assez naturel. De manière générale, on devrait évidemment toujours partir de la cible. Donc c'est la manière la plus simple, je pense, de restreindre. Donc le conseil pour toi, c'est plutôt de focaliser d'abord sur un ICP, et après, donc toi, tu avais ça déjà. Tu avais déjà cette force-là, ou ce choix-là de fait. Néanmoins, tu étais encore trop large. Donc peut-être un conseil là-dessus, je sais pas si sur le périmètre, d'ailleurs je te pose même la question à toi, comment tu fais maintenant que tu veux élargir un peu le produit, peut-être, je sais pas à quoi ressemble Nabla maintenant par rapport à ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est toujours que le copilote ou est-ce qu'il y a autre chose? Et j'imagine qu'à un moment où tu vas vouloir étoffer le produit, comment tu fais pour pas te retrouver à nouveau avec un produit qui est trop large, quoi? Bah ça, c'est la question fondamentale de chaque entrepreneur, hein. Il faut élargir pour grandir, mais pas trop vite et pas trop non plus, et donc c'est quoi la balance? Bon, j'ai pas de réponse miracle. Nous, on a
on est resté assez discipliné, donc c'est toujours un copilote, c'est toujours pour les médecins. Ouais. Et il y a plus de fonctionnalités dans le sens où au début on faisait que la documentation clinique, donc le compte rendu médical. Et maintenant, on s'occupe de la partie plus financière, qui est tout ce que tu dois faire avec les assureurs pour être remboursé, qui est très simple en France, mais extrêmement complexe aux US. On a 97% de chiffre d'affaires aux États-Unis. J'allais te demander, parce que tu parles beaucoup des US, en effet. Ouais. Donc, en fait, je parle surtout des US par défaut. Et donc, il y a ce besoin financier. Voilà. Mais par contre, le persona, c'est toujours le médecin. On a eu alors qu'il y a d'autres rôles dans un hôpital, il y a les codeurs qui sont justement responsables de cette relation financière. Et on a eu ce débat en interne de est-ce qu'on doit, si on n'avait pas fait gaffe, on aurait fait un produit aussi pour les codeurs. Et là, on s'est dit non, on va trop vite, trop loin. C'est tellement cool d'avoir un seul persona, ça répond à plein de questions. Donc on va perdre une petite partie du marché où ce sont les codeurs qui font ce truc financier. Mais si on a 2 personas, 2 ICP demain, notre vie va être beaucoup plus compliquée. Bien sûr. Donc on s'est dit, tant pis, on ne fait pas un produit pour codeurs, et c'est une décision qui est documentée fortement. Vous répétez, j'imagine. Voilà, donc on fait très attention. On a étendu les fonctionnalités du produit, mais on n'a pas changé de persona ou de principe que on n'est pas un logiciel métier médical, nous, ce qui est une tentation de chaque seconde de devenir, parce qu'on a du coup des problèmes d'intégration. Et là, en général, quand tu as un problème d'intégration, ton premier réflexe d'ingénieur, c'est tant pis, je vais refaire le truc, comme ça, j'aurai plus de problème d'intégration. Et on a su résister à ces sirènes. Donc, les principes fondamentaux de scoping, de ce qu'on ne doit pas faire, non, on n'y a pas touché. Ok, et tu n'as toujours pas intégré de force commerciale ou autre à ce stade Si, bien sûr. Alors, le bottom-up, PLG, c'est bien pour commencer, mais c'est quand ton client est une entreprise, tu peux pas échapper à un moment à une vente traditionnelle top-down. Et donc, ces commerciaux, ils vont directement toujours aux médecins ? Alors, bien sûr que non. Les médecins, en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est les médecins découvrent le produit par bouche à oreille, typiquement, ou par marketing classique. Maintenant, on fait ça, on est dans les salons, ils commencent à l'utiliser, ils le veulent, ils en parlent au procurement, ou à l'IT, ou à la direction médicale. Ouais. Et là, nous, on a un inbound, avec un RFP, un truc de 150 pages où il faut répondre aux questions, faire les certifications de sécurité, faire un pricing à 3 ans. Donc, tu peux pas échapper à un moment à la douleur d'une vente entreprise classique. Mais ça démarre. Donc, le PLG est un peu et le lead generation. Et c'est aussi un accélérateur parce que tu as des champions en interne. Ouais. Et si jamais le légal met un peu trop de temps à revoir le contrat, etc., tu peux avoir les champions. Tu as les médecins qui téléphonent, qui harcèlent le département, et ça marche. Donc, mais ça remplace pas, ce serait trop beau, mais ça remplace pas la vente entreprise classique. Donc maintenant, on a en fait une équipe de 30 personnes aux États-Unis avec des commerciaux, customer success qui font ce travail classique. Comme ce que tu fuyais au début avec Nuance, quoi. Exactement. Exactement, mais on rentre dans le compte par une autre porte. Et ils ont pas, eux, il y a pas tu peux pas utiliser leurs produits en self-service. Ils ont peu de champions, ils ont même plutôt des détracteurs en interne parce qu'ils sont depuis 20 ans avec des produits moyens, et donc il y a des médecins qui détestent, etc. Donc on a une dynamique différente grâce à notre go-to-market initial qui était différent. Et donc ça veut dire que, est-ce que dans tous les hôpitaux aux US que vous prospectez, il y a toujours déjà des médecins qui sont utilisateurs ? Donc tu dis lead gen, ça veut dire que vous assurez d'abord qu'il y ait des médecins dans cet hôpital qui n'est pas encore client, qui utilise Nabla, et ensuite vous venez voir, tu m'as dit, c'était quoi le Medical Information Department, CMIO, Chief Medical Informatics, en disant coucou, il y a des médecins dans votre hôpital qui l'utilisent. C'est comme ça que vous faites la démarche, ou parfois vous commencez d'ailleurs par ce... Plus maintenant, voilà. 2 ans plus tard, le marché est devenu mature. Alors on était les premiers sur le marché, c'était un truc tout nouveau. Ouais. Aujourd'hui, ça allait très vite, et aujourd'hui c'est plus le cas en fait. D'accord. Donc maintenant, les hôpitaux font des appels d'offres spontanément. Parfois ils connaissent presque pas. D'ailleurs, parfois ils connaissent pas Nabla. On n'est pas dans l'appel d'offres, on perd le deal et on est fou. Donc maintenant, on est dans une dynamique plus classique. Voilà, c'est plus forcément le cas, mais c'est comme ça qu'on a réussi à se lancer depuis Paris, avec des moyens très limités, on a signé nos premiers contrats entreprises avec 10 000 médecins fin 2023 aux États-Unis, en ayant
même pas de filiale. Je te parle même pas d'un commercial sur place ou de zéro présence, zéro truc, et on signe un hôpital, enfin un groupe d'hôpitaux avec 10 000 médecins. Donc ça, c'était possible, c'était le miracle du PLG, mais tu peux pas te reposer là-dessus éternellement. Ça s'est fait sans commerciaux. Vous avez des commerciaux basés en France qui commercialisaient, qui validaient. Voilà, c'est moi. Toi. C'est moi. Tu allais aux US quand même, ou tu bougeais même pas Non, on allait. Je peux parler rapidement de ça, mais. Bien sûr. Ouais. C'est des gens qui nous avaient connus via leur médecin, donc en juin 2022, donc tu vois, en gros 2 mois après l'article New York Times, on reçoit un email entrant sur contact@nava.com de ce nom qui est un grand nom que nous on connaissait parce qu'on a bossé aux US, mais que les gens ne connaissent pas en France, on aurait presque pu le supprimer comme un spam, et qui disait on serait intéressé de faire un pilote. Donc là on s'est dit miracle, toi le inbound. Alors il voulait faire un pilote et il voulait alors quand ton produit a été designé pour le PLG, c'est facile de faire un pilote. À la rigueur, ils n'ont même presque pas besoin de toi. Si ton produit est un gros usine à gaz, entreprise qui demande des configurations Clarity pendant 2 mois, tu peux faire un pilote est extrêmement complexe, ça va prendre 1 an. Donc c'est aussi un autre avantage du bottom-up, du PLG, c'est que les pilotes sont simples. Ils ont dit, super, les mecs, faisons un pilote, on voudrait commencer le 14 août. On a fait, OK. Alors, on était en vacances, j'ai pris l'avion avec Laurent et Clément, 2 personnes de l'équipe, le 13 août. On a atterri et ils avaient 6 centres de santé, 6 hôpitaux dans lesquels ils voulaient tester. On est arrivé à San Francisco, on a loué une voiture chacun, on s'est dit au revoir, on est parti chacun dans un centre. Donc, moi, j'étais dans le désert, dans le centre de la Californie. Et on a vu les médecins l'utiliser. J'ai assisté aux consultations toute la journée, avec l'accord du patient. J'étais assis derrière avec ma blouse blanche. J'ai plus appris sur mon produit qu'en 3 ans de réflexion. Laurent a fait pareil dans son centre de santé, Clément dans le sien. À l'issue de cette première journée, on s'est retrouvés, on s'est redispatché le 2e jour dans 3 autres centres de santé. Et le pilote a été tellement... Les médecins ont dit, en fait, au bout de seulement 4 jours, à leur direction, c'est simple, il est hors de question qu'on nous enlève ce produit. Incroyable. Et donc, on a eu, avant même la fin de la semaine, avant même qu'on vole vers Paris, notre contact nous a dit, est-ce qu'on peut commencer à bosser sur un contrat ? On veut un contrat pour 10 000 médecins. Wow. Et donc, le miracle absolu. Et on a signé ce premier client. Donc, on s'est déplacé. Mais c'est le produit qui a fait le travail. Ça, c'est 2023. Ça, c'est 2023, ouais. Donc, c'est seulement 9 mois après le PO. Ouais. Donc, tu vois, et à partir de quand tu construis l'équipe commerciale ? Quelle année ? Alors, en fait, suite à cette annonce de ce client, on a commencé à signer d'autres sur le même mode, en gérant depuis Paris. Et on a fait la première embauche aux US en mars 2024. Et on a commencé à essayer. Alors, on a fait plein d'erreurs, ça a pris du temps, mais à partir de début 2024, on avait le projet on a fait une levée de fonds en fait en décembre 2023, et on a commencé avec ces fonds à monter l'équipe commerciale aux US en début 2024. Ça m'intéresse, tu parles justement des erreurs. Si tu en as 2-3 qui te viennent en tête là, sur tout ce qu'on a dit, le sujet produit, 1000 qui viennent en tête. Vas-y, si tu en as 2-3 tops là, que tu trouves intéressant à évoquer. C'est le sujet commerciaux. Commerciaux, produits. Enfin, produits, on a un peu parlé du coup. Il y a eu ce fameux pivot, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses qu'on n'a pas évoquées. Non, l'erreur commerciale que je vois le plus et que j'ai fait le plus, mais c'était dans ma première boîte, donc c'est bien parce que comme ça, je ne l'ai pas refait. On fait toujours des nouvelles erreurs. Au moins, on continue à faire des erreurs, mais c'est des nouvelles. Faut noter. Mais parmi celles c'est en fait souvent on embauche trop tôt des commerciaux en se disant j'arrive pas vraiment à vendre parce que je manque de savoir-faire commercial. Non, si le fonds interne n'arrive pas à vendre, personne n'arrive à vendre. Alors, même si t'es autiste, tu parles pas anglais, etc. Si toi t'arrives pas à vendre, personne ne peut vendre. Voilà, les premières ventes, les gens ils savent qu'ils prennent un risque immense. Il y a aucune preuve, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de truc. Ils veulent parler aux fondateurs, aux gens qui font le produit, et c'est ça qu'ils achètent. Plus que le produit, c'est l'expérience, l'être super innovateur. Et on embauche un premier commercial, quand on a fait quelques ventes, qu'on a compris comment ça marchait, et qu'on veut scaler, et après on n'a plus le temps. Voilà, t'as plus le temps de faire des calls, des voyages, etc. Et là, ton premier commercial, t'essayes d'avoir un clone de toi-même qui va reproduire ce que tu as compris. Mais c'est pas une solution à la vente, c'est juste une mise à l'échelle, une copie à l'échelle de quelque chose que tu as validé toi-même. Et donc souvent, on embauche des commerciaux un peu en se disant j'arrive pas à vendre, j'ai pas les bons commerciaux, mais non, on peut vendre plus avec des commerciaux. Voilà. Donc nous, on a fait l'erreur de
J'avais tellement peur de ça que j'ai trop tardé. Ah, trop tardé. Pourquoi trop tardé ? Trop tardé parce que je m'étais dit, finalement, on s'en sort bien. J'ai plusieurs personnes géniales dans l'équipe. Laurent, Margot, Clem, Delphine, qui ont un grand sens commercial et qui, même s'ils sont sur le papier pas commerciaux et même s'ils sont basés, ils étaient à l'époque passés à Paris, on s'en sortait bien. Et donc, on y arrivait. Et on avait sous-estimé le temps que ça prendrait de faire des premières embauches, de se planter, de s'en rendre compte au bout de 3 mois, de recommencer de zéro. Et finalement, notre vraie équipe commerciale aux États-Unis, elle est arrivée en octobre, septembre-octobre 2024, l'été 2024, disons. Et alors qu'on aurait dû... c'était le moment où le marché était encore complètement vierge. On a perdu, en quelque sorte, 6 mois, où là, on aurait dû être à l'échelle, déjà, ça, c'est un des plus gros regrets que j'ai pour Nabla. C'est quoi le bon timing, le bon signal, du coup, pour un autre fondateur qui voudrait suivre ce que tu dis là, pour avoir une première équipe, première personne sur l'équipe commerciale? C'est avoir déjà répété des... Ouais, 2-3 ventes, tu vois. Tu as fait 2-3 ventes. Tu t'es dit, OK. Et en plus, un ou une commerciale, ils ont besoin de références, de clients existants, de case study, de ROI. Donc, si tu n'as pas fait si t'as pas 2-3 clients, c'est ultra dur pour eux. Ouais. Donc pour moi c'est ça, mais par contre il faut aller très très vite parce que ça prend du temps de choisir, de se planter, de recommencer, de former, de onboarder. Donc en fait il faut se dire tu as au moins 6 mois de lag dans un monde idéal. Tu sens que tes ventes arrivent et tu lances le timing et tout, mais c'est compliqué. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas onboarder un commercial sans avoir ces 2-3 ventes, ces 2-3 clients, je pense que c'est sans doute trop tôt. Trop bien. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour de tout ce qui s'est passé. D'un point de vue produit, on est même allé un peu au-delà, mais en même temps, le produit, c'est tellement large et tout est tellement lié que c'était important qu'on en parle. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit tour d'horizon de ce qu'est Nabla aujourd'hui? Vous êtes combien? C'est quoi la suite, les prochaines étapes? Peut-être la vision aussi de la boîte sur les quelques années là qui arrivent. Ça m'intéresse un petit peu que tu nous dises ça. Absolument. Donc, on est 75 ou 80 aujourd'hui. Ouais. On est vraiment à cheval, 50-50 quasiment, je pense, entre Paris et les US. Okay. Et c'est très simple, on fait le produit à Paris. Donc tous les ingénieurs, designers, PM sont à Paris et finance. Et aux US, c'est tous les gens qui sont en face des clients, donc les sales, marketing et customer success, donc qui aident les clients. Donc ça, c'est une organisation assez simple. Ma cofondatrice Delphine est basée à New York. Moi, je reste à Paris, même si je suis souvent là-bas, mais officiellement à Paris. Et donc, on a, depuis la vision initiale, comme je te disais, on a étendu le produit sur la gestion financière qui est extrêmement complexe. On aide les médecins aussi à préparer les consultations en amont, en regardant qui vont voir dans la journée, les dossiers, résumer ça, leur préparer la tâche. On a rajouté un outil de dictée, comme celui de notre concurrent Microsoft, qui permet, par exemple, pour les chirurgiens, à la fin des surgeries, des trucs comme ça, de dicter explicitement, et il parle avec une vitesse que toi, tu ne comprendrais pas un mot, des termes très techniques, donc c'est un produit en soi, en fait, de savoir faire ça. Et notre roadmap est assez simple, notre vision, c'est d'être l'assistant IA de ces médecins, eux aussi des infirmiers, d'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup on dit tout le temps médecin, mais à chaque fois que j'ai dit médecin, personnel soignant, disons. Et on déroule, à chaque fois qu'ils nous disent je fais ça tous les jours et je perds une demi-heure et ça n'a aucune valeur ajoutée, on essaye de l'automatiser. Donc ce qui est un défi, parce que là, il y a un potentiel exponentiel du nombre de choses qu'on peut automatiser ou assister. On se connecte aussi à de plus en plus de logiciels qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, on fait beaucoup. Typiquement, par exemple, aux États-Unis, si tu veux demander une prise de sang pour ton patient, il y a en moyenne 48 clics dans le logiciel, pour demander une prise de sang. Et dans certains cas, c'est bien pire. Et donc, tu vois, Nabla va faire ses clics à ta place. Encore une fois, on n'a toujours pas l'ambition de remplacer le logiciel, mais plutôt d'abstraire la complexité, de devenir, nous, la UI de facto qui te masque complètement ces vieux logiciels préhistoriques. Et donc, on va faire les 48 clics à ta place. Et c'est les logiciels qui, parfois, n'ont pas d'API, pas d'intégration. Donc, en fait, on fait de plus en plus aussi d'intégration agentique, où on va découvrir... Donc, on a des choses qui tournent en natif maintenant dans Windows, sur macOS, qui vont utiliser le logiciel à la place du médecin ou de l'infirmier. Trop bien. Tu recrutes à la tech, au produit? Alors, on recrute énormément. On a un énorme besoin de PM parce que les besoins, on a levé 70 millions récemment. Ouais. On a 85 000 médecins qui nous utilisent presque tous les jours avec chacun ses demandes. Et voilà, on veut agrandir la surface du produit, mais sans
sans le rendre complexe. Et donc, il y a un immense enjeu PM assez strat de comment faire ces features sans retomber dans un logiciel qu'on remplace, ce qui est la pente naturelle si on ne fait pas attention. Donc oui, sur Paris, PM sans doute le besoin qu'on a le plus, c'est ingénieur, designer aussi. Bon, t'es bienvenu ici, alors du coup, de parler de tout ça. Je mettrai tous les liens vers... c'est Welcome que vous utilisez pour... oui, on utilise ça depuis peu. Ouais. Je mettrai ça en lien directement dans la newsletter et la description de l'épisode. Pour finir, j'ai l'habitude de mettre en avant une petite anecdote, un truc marrant que tu peux raconter sur ton parcours, toi, ce que tu veux. Tu veux évoquer quoi ? Ah ouais, tu m'as demandé un truc que j'ai jamais raconté avant, mais si je ne raconte pas, c'est qu'il y a une raison, donc c'est dur. Allez, tu peux faire ce que tu veux. Si tu l'as déjà raconté, c'est pas si grave. Non, mais j'avais plein d'histoires avec Zuckerberg, mais je les ai déjà racontées, donc je vais remonter plus en avant. Ouais, quand j'étais en première année d'école d'ingénieur, j'ai pris chinois en langue vivante, juste en me disant c'est complètement différent de tout ce que je connais. T'as pris plus simple. Par curiosité intellectuelle. Et j'ai eu l'opportunité de choisir un stage ouvrier en Chine. Et je m'étais dit en début d'année, avant de commencer l'apprentissage, ouais, super, à la fin de l'année, je vais faire mon stage ouvrier en Chine de manière complètement inconsciente. Et j'ai trouvé un truc où les mecs me disaient, c'est au sud-est de Pékin. J'ai dit, ok, j'ai atterri à Pékin. Et donc j'étais à Pékin et je montrais ma carte, je me souviens, en disant, c'est où ça ? Et en fait, c'était à 1000 km au sud-est de la Chine. C'est à côté. Un petit malentendu. Donc j'ai repris l'avion. C'était Qingdao, la ville d'origine de la bière Tsingtao, qui était une colonie allemande il y a longtemps. C'est pour ça qu'ils font la bière. D'où la bière, je savais pas, tu vois, tu me prends un truc. En fait, c'était de même que Hong Kong était la colonie anglaise, Qingdao était la colonie allemande qu'ils ont perdue à l'issue de la Première Guerre mondiale, je pense. Mais ils ont gardé les brasseries. Donc c'est pour ça toujours qu'on a la bière Tsingtao de nos jours. Donc c'était dans cette ville. Et je suis arrivé complètement... Alors évidemment, à bout d'un an de cours à moitié séchés à l'école, etc., je parlais pas, personne ne comprenait, je parlais pas un mot. Et j'étais dans une solitude absolue dans cette ville, je sais pas où aller, quoi faire. Et j'étais censé me présenter à l'usine. Et là j'ai failli abandonner en me disant bon tant pis je vais rentrer en France, je sais pas quoi faire, je sais pas où loger. À l'époque il n'y avait aucun étranger dans toute la ville, personne parle anglais. Je parle de 1996 donc c'est vieux. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, si j'abandonne, toute ma vie, je vais y penser. Je peux pas vivre avec un poids comme ça sur la conscience, d'avoir lâchement baissé les bras. Comment je pourrais, plus tard, élever mes enfants et je me suis dit, bon, tant pis, je sais pas ce qui va arriver. Je reste, je trouverai bien l'endroit pour dormir ce soir, etc. Donc voilà, j'ai pas lâché. C'est incroyable. T'as fait combien de temps là-bas ? C'était juste un mois, ce stage ouvrier, mais évidemment, alors dans les premiers jours, j'ai survécu. J'avais lu tous mes livres sauf Proust et j'avais plus aucune autre solution. J'ai lu du côté de chez Swann et depuis, je suis un grand fan de Proust parce que j'étais enfermé et que j'avais que ça. Et puis évidemment, quelques jours plus tard, je me suis fait des amis que je connais toujours. Ça a beaucoup influencé ma vie, puisque les 10 premières années, du coup, ça passait beaucoup en Chine, avec le chinois, avec beaucoup d'amis chinois, etc. Mais voilà, c'était une petite anecdote parfois, tu as envie d'abandonner. J'avais peur de la conséquence. T'es passé de Pékin à Tsingtao, du coup, j'imagine que le virage émotionnel a dû être compliqué, quoi. Voilà, c'est quand t'es seul étranger presque dans une ville et que quand tu marches dans la rue, les gens te suivent parce qu'ils n'ont jamais vu de personnes non chinoises. Ouais. C'est une certaine pression. Mais voilà, toute expérience qui ne tue pas est bonne à prendre. Ouais. Clairement. Merci beaucoup Alexandre d'être venu sur le podcast. Trop cool d'avoir pu te recevoir et creuser ensemble ce qui s'est passé sur ces 6 dernières années déjà. Et écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère qu'on aura des nouvelles rapidement. Merci beaucoup. À très vite. Salut.